Vous êtes prévenus. Alors, on va parler d'un passouk dans Michelet, Perek Kaf Dalet, passouk Lamed. C'est marqué là-bas, Ad al Sadeh Ish Adsel Avarti. Sur le champ d'un paresseux, Avarti, je suis passé. Ve al Kerem Madame Chaserlev. Et sur la vigne d'un homme qui manquait de cœur, ou qui avait un cœur incomplet. Ve'ine ala kulo kimshuni, mais voici qu'il était entièrement rempli de ronces. Chasu panaf charulim, sa face était recouverte d'épines. Ve'geder avanav ne'ersa, et sa barrière de pierre était renversée. Ve'echeze, j'ai contemplé, anochi, achit libi, j'ai porté mon attention, mon cœur. Raïti, j'ai vu Vélakarti Moussar et j'ai tiré un enseignement. De quoi il parle ce verset? Il parle de cette qualité tellement développée, tellement reconnue, qu'on appelle la paresse. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu aux différentes facettes de cette notion, qui est une notion très très importante parce que on s'attache toujours à la paresse physique, le fait de ne pas se lever, de ne pas se bouger, mais il y a aussi la paresse mentale, d'accord? De ne pas se remettre en cause, la paresse émotionnelle, la paresse intellectuelle, de ne pas réfléchir. Il y a même la paresse existentielle, de ne pas exister. Donc il y a beaucoup de facettes. Donc j'ai voulu qu'on traite ce sujet, d'abord parce que je ne savais pas de quoi parler, et aussi parce que c'est important de le faire une fois par an. Ça peut aider, ça peut sauver. Et comme je dis toujours à mes enfants, et comme vous faites un petit peu partie de la famille maintenant, parce que c'est marqué Talmidim Ariem Kebanim, les élèves sont comme les enfants, qu'il n'y a aucune siata d'Ishmaïa dans la négligence. Il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Quand tu négliges, d'accord, le bon Dieu n'est pas là. Donc c'est pas la peine de dire comment ça se fait, pourquoi et comment, et c'est pas là. Quand tu négliges, il n'y a pas d'aide divine, d'accord. Maintenant, la paresse, c'est une des facettes de la négligence, ou en tout cas c'est un générateur de négligence. Alors on va essayer de comprendre. Quand c'est marqué là-bas, al Sadeh Ish Adsel Avarti, c'est quoi le champ? Le champ, c'est, comme en français, le champ d'application de l'homme. C'est-à-dire dans quel espace il va se développer. Tout ce qui est autour de moi, tout l'espace dans lequel je grandis, tout mon monde à moi, ça s'appelle le champ. Il dit maintenant, il dit sur le champ d'un homme paresseux, Avarti, je suis passé. Ça veut dire que lui-même, il a expérimenté, parce que qui c'est qui n'a pas expérimenté la paresse? Qui c'est qui n'a pas goûté un petit peu à cette logique-là, de se laisser aller, de ne pas se prendre en main, et de ne pas faire ce qu'il faudrait faire au moment où il faut le faire. Mais après, il dit, Ve'al Kerem Adam Chaserlev, et sur la vigne d'un homme qui manquait de cœur. Donc il a fait un parallèle entre Hatzel, qui est le paresseux, et Chaserlev, quelqu'un qui manque de cœur. On va voir pourquoi c'est comme ça. Après, il dit, Ve'ine kulo kimshunim. Il était entièrement couvert de ronces. Alors ça, c'est une notion qui est très très importante. C'est que je rappelle que si vous allez dans un magasin qui vend des graines, qui vend des arbres, qui vend des plantes, ils ne vendent pas de mauvaises herbes. Vous allez chez Truffaut, vous allez n'importe où, vous voulez acheter des mauvaises herbes, ça se vend pas. C'est extraordinaire. J'ai tout ce qu'il faut en rose, en tulipe, en camélia, mais je voudrais des mauvaises herbes. Non, monsieur, les mauvaises herbes, c'est pas la peine de les acheter. Il y en a des milliards et des milliards de graines à l'intérieur de la terre. De là, on apprend déjà une logique extraordinaire. C'est que le mauvais qui est en nous, on n'a pas besoin de le planter. Il pousse tout seul. Justement, au contraire, on est obligé de désherber régulièrement. Ça s'appelle le travail sur soi. Mais les mauvaises qualités, les mauvais réflexes, les mauvaises intentions, les mauvaises interprétations, elles vont venir toutes seules. C'est pas la peine de chercher à devenir mauvais. Reste naturel, ça va venir. Oui. Par contre, pour devenir bon, ça c'est compliqué, ça. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance. C'est normal. Si tu veux du blé, c'est difficile. Mais si tu veux des orties, ça vient tout seul. Ouais. Troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire que Geder Avanav Ne'ersa, sa barrière de pierre, elle est tombée. De quelle barrière de pierre on parle? Oui. Alors je donne toujours cet exemple. Dans les champs, quand vous roulez à la campagne, dans les coins vraiment perdus,
Et vous voyez comme ça des petits potagers, des petits champs. Et puis, ils sont entourés d'une barrière. Cette barrière, elle est faite avec des pierres. D'où viennent les pierres? Est-ce qu'il a été le gars chez le roi Merlin pour acheter des pierres? Non. En vérité, en labourant le champ, il a rencontré des pierres. Ces pierres, il les a pris, il les a jetées sur le côté. Avec les pierres qu'il a ramassées en labourant, il a fait un mur. Maintenant, c'est compliqué les pierres parce qu'elles ne sont pas les mêmes. Vous voyez, les parpaings, ils sont tous pareils. Comme les briques, c'est pareil. Ils ont tous la même taille. Donc, un peu de mortier, un peu de ciment, une brique, un peu de ciment, une brique. Mais les pierres, elles n'ont pas la même forme du tout. C'est rare de trouver deux pierres pareilles. Donc, ça veut dire que quand il va falloir construire le mur à partir des pierres, il va falloir doser le ciment. Des fois, en mettre plus, des fois, en mettre moins. Exactement pareil que les gens. On est tous différents les uns des autres. Donc, quand tu vas t'arranger avec quelqu'un, il y a des gens qui vont comprendre du premier coup. Il y en a qui vont mettre des années. Il y en a qui sont très impulsifs. Il y en a qui seront très lourds, très blata. Donc, le ciment, c'est ce qui va permettre le lien entre les pierres. Pour créer le tissu social ou pour créer le mur de la solidarité, il va falloir compenser en mettant plus ou moins de ciment. Et de la même manière, ces pierres-là, en vérité, elles vont constituer le mur. Ce mur-là, il vient des pierres qu'on a trouvées dans le champ. Le champ, on a dit que c'est la personne. Quand tu laboures la terre, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu travailles ta personne. Parce que la terre, au départ, elle est dure. Ouais. Et toi, tu prends la charrue et c'est très dur. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça avec des machines. On voit rien du tout. On va directement au supermarché, on reçoit. Ouais, mais à l'époque, le gars, quand tu disais, tiens, va bêcher le jardin, le gars, il allait mourir. Ouais. Après, il le fait avec le cheval qui tire la charrue. Et la charrue, c'est pas simple comme ça. Tu le vois comme ça sur la photo, ça a l'air sympathique. Mais tu fais ça pendant une journée, tu vas mourir. Tes épaules, elles tombent par terre. Ton dos, il est cassé en 19. Parce qu'il faut enfoncer la charrue et rentrer. Pourquoi faire en fin de compte? Pour concasser la terre. Maintenant, la terre que tu vois dans les champs aujourd'hui, elle est déjà toute meuble. Mais au départ, elle est dure. Donc, plus tu vas la labourer, plus elle va devenir meuble. Pourquoi elle a besoin d'être meuble? En fait, c'est pour que ensuite la graine puisse pénétrer. Ça veut dire que la personne, elle est dure. La personne, elle est entêtée. La personne, elle est lourde. La personne, elle est gamine. La personne, elle est idiote. Il faut qu'elle casse ses mauvaises midotes en labourant le champ jusqu'à ce qu'elle devienne meuble. C'est-à-dire qu'elle devient accessible, elle devient disponible, elle devient ouverte, elle devient souple pour s'adapter aux situations. Parce que ce qui fait souffrir quelqu'un, c'est quoi? C'est la confrontation. La confrontation à quoi? À la différence entre ce que tu devrais être et ce que tu es. Maintenant, je vous ai déjà expliqué 1 million de fois. Michael, ça fait vraiment du bruit. Hein. Donc, je vous ai déjà expliqué 1000 fois que l'intelligence, en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc, le contraire de l'intelligence. Ce qu'on appelle la bonnerie, mais avec une lettre d'écart dans l'alphabet. C'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, le problème, c'est que la vie a un défaut majeur, c'est qu'elle change. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, on est tout le temps obligé de s'adapter. Mais pour les gens qui ne veulent pas s'adapter, c'est une souffrance. D'ailleurs, on le dit, d'ailleurs, il y a un cours de Ben Chetrit qui s'appelle comme ça, grandir, c'est souffrir. Si vous avez écouté ce cours, grandir, c'est souffrir. Moi, des fois, mes enfants me disent, papa, c'est difficile. Je dis, mon fils, t'es en train de grandir. Papa, c'est dur, il faut se confronter avec le patron. T'es en train de grandir. Ah, il faut se confronter avec ton mari. T'es en train de grandir. Grandir, c'est souffrir. Ah, Dieu, on n'est pas des masos. Non, tu n'es pas obligé de grandir. Tu peux te mettre en position de sécurité fœtale. À l'intérieur de la tête, bien sûr, avec ton doudou. Mais combien de temps ça peut durer? Parce que si toi, tu veux être une gamine, il faut que tu trouves un babysitter pour t'épouser. Mais si tu veux être une femme, il y aura un homme en face de toi. Et c'est pareil, tes enfants, ils vont t'obliger à devenir adulte. Ton patron, il va attendre des résultats. Toute la vie, ça va être ça. Toute la vie, on va t'obliger à grandir. Donc si pour toi, grandir, c'est souffrir, donc toute la vie, ça va être une série de souffrances. Mais le contraire, si toi, tu es entreprenant et tu veux grandir, mais c'est un kiff de grandir. Alors tu vas dire quoi? Alors c'est un kiff de souffrir. Ça y est, t'es sadomaso. Non, non. Parce que celui qui fait la musculation, il a pas mal, parce qu'il est content que le muscle grossit.
Celui qui ouvre la caisse toutes les 5 minutes pour mettre des billets de 300, des billets de 500, des billets de 1000, le mec, ça le fatigue pas d'ouvrir la caisse. Il dit, bon, encore, je suis obligé de l'ouvrir. De la fermer, oui. D'accord. Donc, et encore, et encore, et encore. Et tiens, encore, donne-moi 500, donne-moi 300, donne-moi 1000. Mais quel kiff. Tu n'es pas fatigué d'encaisser. Non, quel kiff. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne, elle est dans une dynamique où le projet est plus grand qu'elle, il n'y a pas de fatigue. Ce qui est fatigant, c'est quand il n'y a pas de projet. Alors là, c'est dur. Même sortir du lit, c'est déjà un effort. Faire quelques pas jusqu'à la salle de bain, c'est déjà une ambition. Se laver la figure, se laver les dents. Oh, alors prendre le RER pour faire 3 quarts d'heure, arriver dans un bureau où tout le monde fait la tronche. Mais c'est une déportation. Non, toi tu aimes le travail, tu aimes la vie. Tu aimes parce que tu sais que les vrais résultats, ils viennent des vrais efforts. Parce que les faux efforts donnent des faux résultats. Mais les faux résultats ne nourrissent pas la personne. C'est pour ça que tu te sens vide. Alors que quand tu as des vrais efforts, c'est vrai, tu as bien sué, mais tu as des vrais résultats. Waouh, tu te sens balèze. Ouais, ah, c'est exactement pareil. La personne, quand elle est en train de labourer le champ, elle est en train de travailler ses midotes, elle est en train de casser sa lourdeur, elle est en train de casser sa bêtise, elle est en train de casser sa psychorigidité, elle va rencontrer des pierres. Les pierres, c'est les épreuves qu'elle va avoir. Parce que là, il faut se confronter avec quelqu'un, là, il faut se confronter avec une épreuve, là, il faut se confronter avec une remise en cause. C'est toutes les pierres que tu vas rencontrer sur le chemin du labourage de ta personne. Ces pierres-là, tu vas lui mettre sur le côté, c'est avec ça que tu vas faire le mur de protection. Parce que qu'est-ce que c'est le mur de protection? Eh ben, c'est la dignité. C'est le respect de soi. Eh ben, le respect de soi, il vient de quoi? Du fait que tu constates que tu as réussi à surmonter les épreuves de ton travail personnel. Donc, quand c'est marqué ici que dans le champ du paresseux, la barrière de protection est cassée, ça veut dire qu'il a perdu sa dignité, il a perdu ce respect dans lui-même. La preuve, c'est qu'il a même plus honte du ridicule. Tu rentres dans sa chambre, il est 11 h du matin, il dort. Tu dis, mais il est 11 h. Il dit, ben ça va. Il a même pas honte d'être un glandeur. Ou une glandeuse. Parce que ça existe au féminin aussi. C'est vrai, il y en a toute la semaine, elles attendent que les ongles y poussent. Elle a vu dans un bouquin de psychologie que si elle se concentre dessus, ça pousse plus vite. Et comme elle veut absolument arriver à la bat mitzvah de sa cousine avec des ongles longs, alors elle passe sa journée à regarder ses ongles, que si Dieu veut, ils vont grandir. Dis-moi, Jennifer. Elle s'appelle Jennifer. Hein. Ça veut rien dire, mais disons que c'est quand même caractéristique parce que l'on dit que le nom entraîne. Et quand à chaque fois on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, Jennifer, rien. Enfin, rien de grave. Tu peux passer ta semaine à regarder tes ongles pousser. Il y en a, ils attendent toute la semaine, ils attendent le week-end. Le week-end, il va venir. Non, ça, je vous le dis. Hein. Mais tu fais rien, t'attends. Comme des gens qui attendent le bus. Ils attendent. Une heure, 2 heures. Il n'ose pas partir, il a peur de le rater. C'est seulement au bout de 8 heures qu'il se rappelle que c'est un jour férié, qu'il n'y a pas de bus. Mais la vraie question, c'est pas le temps qui passe. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant que le temps passait? Parce que le temps, il va passer. Les années, elles vont passer. Ouais, la vie, elle va passer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il y a des gens qui croient qu'en vivant plus lentement, ils rallongent la vie. Comme s'ils marchaient au ralenti. Ouais, espèce de Malibu comme ça. Ouais, mais ça sert à rien. C'est pas parce que tu vas plus lentement que le temps, il se ralentit. C'est comme les gens qui croient que pendant qu'ils réfléchissent, le problème arrête de se détériorer. Arrête de dégénérer. Et dit, attends, je réfléchis. Donc quand ils réfléchissent, tout l'univers s'arrête. Le bon Dieu, il a mis
Stop. On attend. On attend que Jérémie décide. Eh ben, je m'excuse de vous décevoir, même si c'est violent au niveau psychiatrique pour certains. Mais pendant que vous réfléchissez, la situation, elle continue à évoluer. La poussière se dépose, les années s'accumulent, les agios s'accumulent aussi, l'énervement de l'autre, la patience, elle s'use, ouais. Les nerfs, ils lâchent, pendant que toi, tu réfléchis. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est le moment? C'est comme les gens qui se dorment, ils se réveillent. Et le réveil, il sonne. Et ils disent, je me lève dans 5 minutes. Ça, c'est un syndrome très, très développé au niveau psychiatrique. Et les 5 minutes, elles durent 3 heures. Il se réveille, il est 11 heures. Il dit, c'est pas possible. Attends, c'est pas possible. Attends, je vis une accélération du temps. Je dois être dans un film de science-fiction. Non! Pourtant, il rêvait. Dans son rêve, il dormait, il s'est levé, il a été aux toilettes, il a fait sa truc, il a fait sa prière, il a marché, il a été au travail. Tout ça dans le rêve. À un moment, il a même pensé qu'il a été aux toilettes et d'ailleurs, et il en a la preuve. Moralité, des fois, tu crois que tu réfléchis, mais en fait, tu dors. Maintenant, ça, c'est pas seulement pour les gens inconscients qui sont en train de dormir. Même des fois, dans la vie, il y a des gens qui te disent, écoute, ok, elle est bien, ok, elle est sympathique, ok, elle est mignonne, mais j'ai besoin de réfléchir. En fait, c'est ce qu'on appelle du FTG, c'est-à-dire du foutage de gueule. Bah oui, parce que si tu veux 15 jours pour réfléchir, dans les 15 jours, tous les jours, tu vas dormir 8 heures, tu vas travailler 8 heures, tu vas faire 2 heures de transport, 2 heures de prière, 1 heure aux toilettes, 3 heures de télé. Donc combien de temps tu vas réfléchir par jour? 2 minutes. Donc en 15 jours, tu vas réfléchir combien de temps? 30 minutes. Alors prends les 30 minutes maintenant, et dans 30 minutes, tu me dis, est-ce que la fille, elle perd son temps ou tu vas l'épouser? Oh, vous me stressez. Mais quand toi, tu stresses l'autre de lui dire j'ai besoin de réfléchir, eh ben c'est la même chose que si toi, tu te stresses, que tu t'obliges à décider. T'as qu'à dire non. Non, parce qu'elle a des très très bons côtés. T'as qu'à dire oui. Oui, mais il y en a plein d'autres. Alors je te dis et je te répète, tu crois que tu réfléchis, en fait tu dors, mais avec les yeux ouverts. Ça veut dire en fait tu légitimises ta lourdeur. Mais si le père, qui est un homme sérieux, de très bonne qualité, il vient avec un pistolet, il te le met sur la tête, il dit écoute-moi bien, mon futur gendre, à titre posthume. Ça fait 1 an que tu connais ma fille. Tu as fait le tour de la question, je crois même que tu as été un peu plus loin. Alors dis-moi ce que tu veux. À lui, tu ne peux pas lui dire que tu as besoin de réfléchir, parce que tu sais que tu vas mourir. Il est nerveux. La fille, tu peux lui dire ça, parce que elle a tellement l'espoir que ça marche et tellement peur de te perdre qu'elle est prête à avaler n'importe quelle lourdeur. Mais le père, il dit, écoute-moi bien, toi. Ça fait 22 ans qu'on t'attend. Maintenant, t'es venu et tu nous fais perdre notre temps. Alors, décide-toi. Allez, vas-y, prends ton temps et réfléchis 1 demi-heure. Parce que de toute façon, ça prendra pas plus qu'1 demi-heure. Les gens ils disent, non, faut donner du temps au temps, faut laisser mûrir les idées, faut mettre tout à plat. Non, 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 il n'y a pas, tu mets pas à plat. Il n'y a pas. Lève-toi, toi. Ouais. Tu prends le temps, c'est-à-dire le temps de la concentration. Le temps de la concentration, ça veut dire que tu vas réunir toutes les particules de ta problématique dans un espace précis et tu vas tirer un coup de feu qui s'appelle la décision. Tout le reste, c'est du baratin. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en fait,
Ça, c'est une paresse de réflexion ou une paresse d'engagement? Vous savez, quand vous signez un contrat à la banque, lu et approuvé en écriture manuscrite, plus la signature. Parce que là, le crédit, c'est pour 20 ans. 1262 € par mois pendant 20 ans. Tu dis, mais je vais mourir. Ah ben, il y a une assurance si tu meurs. Mais en attendant, tu payes. Maintenant, la personne qui n'arrive même pas à s'engager à venir dimanche aider son cousin à déménager, comment elle va s'engager sur 20 ans à donner 1261 €? Donc, il y a une paresse de l'engagement. C'est pour ça qu'il faut se marier jeune. Parce que plus tu tardes, plus tu deviens intelligent. Et les plus grands choix de la vie, il faut les faire quand on est un peu cinglé. C'est comme les enfants. Ouais, il faut les faire quand tu es jeune. Parce que à partir d'un certain âge, tu dis, bon écoute, 2 c'est déjà pas mal, je pense qu'on va adopter un chien. Alors que quand tu es jeune, au 7e, tu dis, bon, bah, je crois qu'il faut qu'on commence à prendre la pilule quand même. Parce que là, tu as une capacité de poule pondeuse incroyable. Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que tu t'engages, tu rentres dans un processus avec une énergie extrêmement forte. Et ça, c'est exactement l'inverse de la flemme. Pourquoi? Puisqu'on a dit que les mauvaises herbes poussent dans les champs qui ne sont pas entretenus et qu'on n'a pas besoin de les faire pousser et vont pousser toutes seules. Donc ça veut dire que les mauvaises qualités chez quelqu'un, elles se développent toutes seules. Donc non seulement que tu dois être en lutte pour fabriquer des bonnes qualités, mais en plus, tu dois être en lutte pour éliminer les mauvaises qualités. Parce que tu peux développer les deux en même temps. Donc cet effort-là que tu vas fournir, on a dit, c'est ça qui va fabriquer le mur de protection. C'est pour ça que les gens qui sont paresseux, souvent, n'ont pas confiance en eux. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, c'est la résonance de la constatation du résultat obtenu. Mais quand tu n'as pas de résultat, comment tu vas avoir la résonance du résultat puisque tu n'as pas obtenu de résultat, puisque tu as été trop flemmard pour faire l'effort d'obtenir un résultat. Donc du coup, tu n'as pas confiance en toi. Et comme tu n'as pas confiance en toi, tu as encore moins le courage de faire encore des efforts. Puisque moins tu as confiance, moins tu as de courage. Moins tu as de courage, moins tu as de confiance. Et tu t'enfermes à l'intérieur. Maintenant, ici, le Passouk, il a donné exactement le protocole de thérapie de ce problème. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'en fait, c'est des étapes. Première étape, c'est marqué « Échézé ». Échézé, c'est « j'ai contemplé ». Vous savez que avant de voir quelque chose, il faut ouvrir les yeux. Vous savez ça, non? Non? Ça, c'est évident pour vous? Non, c'est pas évident. Parce que des fois, les gens ils te disent vous savez, Rav, ce que vous avez dit, ça m'a ouvert les yeux. Je dis parce que jusqu'à maintenant, vous marchiez avec les yeux fermés. Non, mais je veux dire, ça m'a ouvert les yeux. Donc, ils étaient fermés. Tu vois, ça s'appelle en français voir sans voir. Comme tu regardes devant toi, comme ça, la personne, elle passe. Puis elle te dit, bon, tu me dis pas bonjour. Ah, excuse-moi, je t'ai pas vu. Quoi, tu m'as pas vu passer? Bien sûr, je t'ai vu passer. Tu es rentré dans mon angle de vue. Mais je t'ai pas vu. Pourquoi? Parce que ça s'appelle juste voir. Ça s'appelle pas porter son attention. Or, il faut savoir une chose très très importante, que j'avais évoquée déjà ici dans ce cours, c'est que un grand professeur d'ophtalmologie, il m'avait expliqué qu'en fait, l'œil n'est pas une caméra qui rapporte des informations au cerveau. L'œil est un continuum du cerveau. Ça veut dire que l'œil lui-même participe à la réflexion. Or, de la même manière que la réflexion, elle ne fonctionne que grâce à la concentration. Et c'est quoi la concentration? C'est d'appliquer sa volonté sur sa pensée. De la même manière, quand je vais appliquer ma volonté sur ma vision, je vais voir des choses que je ne vois pas quand je ne mets pas la concentration. En français, ça s'appelle porter son attention. Et dans le passouk ici,
Ça s'appelle, comment? Ashit Libi. Ouais, Ashit Libi, ça veut dire, j'ai mis mon cœur. Quand c'est en français, on dit, mets un peu de cœur. D'accord? En français, on dit prendre à cœur, plutôt qu'à carreau. D'accord? Mais c'est quoi prendre à cœur? Le cœur, il est à l'intérieur de la personne. L'intériorité de la personne ne voit pas la réalité. Donc ça veut dire quoi? J'ai vu et j'ai mis mon cœur. Ça veut dire que je vais prendre mon cœur et je vais l'emmener dans mes yeux et mes yeux, ils vont regarder. Et là, je vais voir autre chose. D'un seul coup, là, tu dis, ah, Rav, ça m'a ouvert les yeux. Ah, t'as vu maintenant? Maintenant, tu vois. Avant, tu voyais pas. Quand je dis, tu sais, ta cousine, elle est en pleine dépression. Oh là là, mais c'est vrai, elle fait la gueule, elle est enfermée, elle parle pas, elle est dans la lune. En fait, elle est en dépression. Oh là 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 là! Vous m'avez ouvert les yeux. Maintenant, les symptômes, ils étaient là. D'accord? Les attitudes, elles étaient là. Le visage, elles étaient là. Les postures, elles étaient là. Mais il n'y avait pas les yeux pour voir. Maintenant, de la même manière que tu peux le faire pour l'autre, tu peux le faire pour toi aussi. D'accord? Parce qu'il y a deux manières d'évoluer dans la vie. Soit tu attends de te faire engueuler par les autres, soit tu mets un miroir et tu te regardes toi-même. Maintenant, je vous conseille, si vous êtes susceptible, d'acheter un miroir. Mais les gens qui ne veulent pas écouter les reproches parce qu'ils sont susceptibles et pas se regarder dans un miroir parce que ça leur prend la tête, ils vont en prendre des murs, ceux-là. Des murs et des poteaux et des murs et des poteaux. Après, ils ont des bosses partout, ils disent personne ne m'aime, de toute façon, on m'a jamais aimé. Mais Tchibrel, regarde-toi dans une glace. Écoute-toi parler. Tu verras que tu dis des bêtises. Écoute-toi penser. Tu verras que ça n'a aucune chance de finir logique puisque tu as des marées tordues. Regarde-toi agir. Tu verras que la manière d'organiser, elle n'avait aucune chance d'arriver à une finalité. Alors après, qu'est-ce que tu fais? T'attends de te faire engueuler. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, mais qu'est-ce que t'espères? Mais tu fais n'importe quoi. Après, ouais, tu le prends mal. Ouais, ça me vexe. Et t'as vu comment tu me parles? Et c'est honteux. Est-ce que tu crois que ça va m'aider de me parler comme ça? Mais tu sais quoi? Je vais pas te laisser parler. Je vais pas te parler. Je vais te laisser crever. Je vais te laisser bouffer ta mère. Et à ce moment-là, tu vas ouvrir les yeux, tu vas dire, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. C'est sûr, de mettre ta grand-mère gérante alors qu'elle est morte en 42 à Gerba, c'est sûr que c'est une bêtise. De vendre des produits sans facture, c'est sûr que c'est une bêtise. Tu dis oui, mais je comptais arranger les choses, réparer. Pourquoi tu fais pas dans l'ordre? Tu crées la société, tu déposes le cabis, tu prends le comptable, tu mets en place les choses et tu démarres. Et vas-y, t'achètes, c'est rien, t'as un carnet de livraison et un carnet de facture et un tampon. Et vas-y, va travailler, va travailler, va. Ah non, tu sais, c'est compliqué. Bon, alors pour l'instant, vous facturez au nom de trucs, vous mettez le chèque au nom de ma sœur, vous truquez. Pourquoi faire? Après, tu dis, ah, je suis dans la mer, je t'en prie. Tu connais quelqu'un au tribunal de commerce? Mais non. Achète une corde, un tabouret. Tu exagères, hein? L'idée, c'est ça. Parce que tu n'as pas voulu faire l'effort, tu n'as pas voulu faire les choses dans les règles, tu n'as pas voulu mettre en place. Alors maintenant, tu passes ta vie à réparer. Casser, réparer. Casser, réparer. Maintenant, je rappelle, pour les gens qui utilisent leur cerveau pour autre chose que pour digérer, que la même intelligence qu'il faut pour réparer, c'est la même qu'il faut pour éviter de casser. Seulement, ça dépend au niveau chronologique quand est-ce que tu l'utilises. Quand tu l'utilises après, c'est pour réparer. Quand tu l'utilises avant, c'est pour éviter de casser. Alors, je sais ce que vous allez dire, oh ben, quelle différence de réparer ou d'éviter de casser. Dans les deux cas, tu as un produit qui est réparé. La seule différence, c'est ton mal-être. Bah oui, parce que si tu passes ta vie à réparer, tu as l'impression que tu n'as jamais rien construit. Puisque tu as toujours ton échec en face de toi. Alors que quand tu as évité de casser, ce qu'on appelle le geste parfait, le geste précis, tu as la satisfaction psychologique de la réussite. Parce que si le sentiment d'échec, il existe, sachez que le sentiment de réussite, il existe. Maintenant, comment tu peux cultiver l'échec
ouais, et espérer ressentir le sentiment de la réussite. Ça, c'est les trucs que j'arrive pas à comprendre. Je dois être trop logique. Alors que les gens disent, non, vous savez, t'inquiète, je gère, j'ai mon truc, c'est ma manière de travailler. Tu sais, la prison, elle est remplie de gens qui ont des méthodes spéciales de travailler. Mais il y a des protocoles. Suis le protocole. Pourquoi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que ça peut te faire? Alors, je te dis pourquoi. Souvent, c'est de la flemme. Moi, j'ai connu des gens qui ont divorcé par flemme. Tu écoutes. Elle est prête à bouger, elle est prête à évoluer, elle est prête à revenir. Appelle-la. En fait, le mec, il a la flemme de se lever. Il est au fond du canapé, là-bas, une espèce de cercueil. Et qu'est-ce qu'il fait? Son cerveau, il commence à légitimer. Ouais, de toute façon, c'est toujours moi qui fais les efforts. Pourquoi c'est à moi d'aller? Et puis mon père, il s'est jamais réinvesti. Et puis à quoi ça sert de truquer? Et puis de toute façon, ça marchera pas. En vérité, le fond du problème, il a la flemme de se lever. Le mec, il a divorcé parce qu'il avait la flemme de se lever. Je sais pas si vous sentez le problème. Ouais. L'autre lui a proposé un deal de malade. C'est un truc de fou. Mais il faut être à 15 heures chez le notaire. Vas-y, tu signes, c'est pour toi. C'est moi, j'aime pas qu'on me stresse, moi je veux y aller à mon rythme, je veux que ça vienne de moi. T'as pas compris, ça c'est une affaire, ça vient une fois tous les 32 ans. D'accord? C'est un lot d'appartements, tout est distribué, il en reste un. D'accord? Personne n'en veut, ils s'engueulent de la famille. Ils sont prêts à le brader à 10 000. Ça vaut minimum 250 000, mais ils s'en fichent, ils en peuvent plus, ils en ont 14 chacun. Tu vas, tu te présentes, tu signes. Après tu te débrouilles pour trouver 10 000 euros, mais c'est quoi 10 000 euros pour un 2 pièces dans le 16e? Ouais, mais moi, tu sais, moi, faut pas me stresser, moi. Moi, déjà, tu me mets mal, là. Là, tu vois, tu décides pour moi. Tu vois, moi, j'aime être le patron. Moi, j'aime le boss. Ok, on va pas te stresser. Tu sais quoi, le 2 pièces, tu vas l'acheter, ça va te prendre 3 générations. Parce que tu l'auras, ton 2 pièces. En fait, c'est un studio, mais tout en longueur, à Pantin. C'est qu'il y a des moments, il faut réagir. En anglais, ça s'appelle khfifout. Il faut être khfif, réactif, trac, véloce. Mais toi, tu peux pas, puisque tu es référent premier mondial au championnat du monde de la blata. Comment tu vas faire? T'es blata. Mais lève-toi! Tu crois que c'est bien pour moi? Tu veux que je te dise? Le temps que tu as réfléchi, l'affaire, elle est passée. Parce qu'il y a des choses qui durent une seconde. Quand je te dis regarde une étoile filante, quand je te dis regarde l'étoile filante, ne dis pas je vais aux toilettes et je reviens. Elle ne va pas t'attendre d'étoile filante, elle se barre. Donc, tu dois être réactif. Le problème, c'est que pour être réactif au bon moment, il faut s'entraîner pendant des années. Mais si tu es lourd pendant des années, c'est pas au moment où on aura besoin que tu sois réactif que tu vas être réactif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la nature qu'il faut changer. La nature de la personne. Ouais. Encore une fois, je sais qu'il y en a qui sont plus nerveux, il y en a qui sont plus lents, il y en a plus... Non. Mais tu décides. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tu n'auras pas le temps de réfléchir. Comment tu vas faire? Va falloir agir, va falloir réagir. T'es prêt ou non? Eh bien, tu vas voir cette distance qu'il y a entre l'impulsion première et la réalisation. Des fois, elle est tellement loin, elle est tellement longue que le Paris-Dakar, c'est court à côté. Alors qu'en vérité, c'est quoi? Impulsion, réflexion, décision, action. Les 3 premières, elles sont pratiquement inconscientes. Donc, qu'est-ce qui reste? Action. Mais toi, tu fais durer les événements. Tu as besoin de faire les choses à ton rythme qui n'existe pas. Et c'est ça le problème. C'est que tu t'embourbes dans la non-action. Tu t'embourbes dans la réflexion.
Ça, vous savez que c'est une maladie chez les intellectuels. Mais c'est la maladie des intellectuels. Non? L'indécision. Pourquoi? Parce que l'imbécile, étant donné qu'il n'arrive même pas à envisager une deuxième possibilité, donc il ne peut pas hésiter. Mais l'intello, lui, il voit tellement de possibilités qu'il n'arrive pas à décider. Alors c'est quoi le juste milieu entre le fait qu'il faut réfléchir avant d'agir, ouais, et le fait qu'à un moment il faut agir? Alors c'est ça le problème. C'est que le danger de la réflexion, c'est l'action. Et le danger de l'action, c'est la réflexion. Donc quand tu es dans la phase réflexion, réfléchis. Mais quand tu es dans la phase action, il faut arrêter de réfléchir. Vous me suivez ou non? Comment ils font les gens? Ils se draguent, ils restent ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans. Au moment où la fille a dit, bon alors qu'est-ce que tu as décidé? Le mec il dit, j'ai besoin de réfléchir. Mais qu'est-ce que tu fais depuis 3 ans alors? Il dit, j'étais en train d'agir. Maintenant je vais réfléchir. Est-ce que je t'aime vraiment? Est-ce que tu es une fille pour moi? Comment je pourrais m'adapter à une Marocaine? C'est toute une réflexion. Mais elle dit, mais je suis marocaine depuis le début. Elle a dit, oui, mais j'espérais que tu allais changer. Mais comment je vais changer? C'est bizarre. Encore une fois, syndrome de FTG. Parce qu'en 3 ans, tu as quand même eu le temps d'y réfléchir. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. Échézé, j'ai contemplé. À Chitlibi, j'ai mis mon cœur. Il faut apprendre à mettre son cœur. En français, ça veut dire il faut apprendre à se concentrer. Il faut rentrer dans la réalité. Il faut être dans la conscience. Il faut même être dans l'hyperconscience. Parce que c'est déjà une grande étape qui a été passée à l'intérieur. Parce que tout le monde sait que Achlata Zechatsiasia. Toujours Rav Dessler, il dit, la décision, c'est la moitié de la réalisation. Donc quand tu vois des gens qui disent, vous savez, j'arrive pas à réaliser, la conjoncture est mauvaise, le marché n'est pas au point, la mentalité n'est pas prête, la maturité de la société n'est pas là, le banquier ne me suit pas. En vérité, au fond, il n'a pas décidé. Vous savez ou non? Et c'est logique. Parce que quand vous prenez un diapo, j'ai donné plusieurs fois cet exemple, mais il marche. Pourquoi je vais le changer? Vous prenez un diapo, vous prenez une photo de quelqu'un, d'accord? Une belle photo. Après, de cette photo, vous en faites un diapo. Le diapo, vous le mettez dans un projecteur. Quand vous projetez l'image sur le mur, ouais, ce que vous voyez sur le mur, c'est quoi? C'est la projection. D'accord. De quoi elle est faite, cette projection? Le diapo, il est en plastique. Ok, vous avez compris. Mais la projection, elle est faite de quoi? L'image projetée, elle est faite de quoi? Elle est faite que de lumière. Maintenant, ce qui est noir sur le diapo, ça bloque la lumière. Ce qui est transparent, ça ne bloque pas la lumière. Donc, en fait, ce que vous avez devant vous, là, sur l'écran, c'est simplement la projection de ce que vous avez sur le diapo. Maintenant, question idiote. Si l'image sur le diapo est nette, l'image sur l'écran va être nette. Mais si l'image sur le diapo est floue, est-ce qu'en réglant l'objectif, vous pourrez rendre l'image nette? J'en vois qui réfléchissent quand même. Je vais peut-être baisser le niveau. Donc, je répète. Si l'image, elle est floue, genre t'as pris ta belle-mère en train de courir pour échapper à tes coups de feu, d'accord? Donc l'image est floue. Moi, j'ai pris un exemple au hasard, mais bon, j'en vois pas d'autres, d'accord? Donc, si l'image est floue, et tu as un diapo donc qui est flou, tu le mets dans le projecteur. Et en réglant l'objectif, tu essayes de rendre net. C'est pas possible. Ça va être nettement flou. Non, ça a l'air d'un jeu de mots. Mais dans la vie, il y a des gens qui ont des situations qui sont nettement floues. C'est pas flou. C'est nettement flou. Tu dis, mais tu vois pas que c'est flou? Si, c'est flou. C'est même nettement flou. Donc c'est pas... C'est comme les gens qui disent, je mens, mais moi je le dis. Genre, il est franc dans son mensonge. Il est bon, lui. Il est honnête dans son escroquerie. Waouh, ça c'est un gars de valeur. C'est un menteur, mais sincère. Limite du schizophrène. Mais au moins il y croit. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que quand l'image elle est floue, automatiquement, quand le diapo est flou, automatiquement l'image elle est floue.
Maintenant, l'image, c'est quoi? C'est le diapo, c'est ton projet. Et l'image, c'est la réalisation. Donc, si la réalisation, elle est floue, c'est parce que l'idée, elle est floue au départ. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'image, elle est projetée par quoi? Par la lumière. Or, je rappelle, comme ça a été souvent répété dans les cours de Ben Chetrit, pour ceux qui ont suivi à l'époque, qu'il y a une notion chez les Chachamim qui s'appelle Orot Zeretzonot. Les lumières, ce sont les volontés. C'est-à-dire que la représentativité physique de la volonté, c'est la lumière. Or, de la même manière que la lumière, elle passe à travers le diapo et elle va projeter l'image, de la même manière, la volonté, elle traverse le projet et elle réalise le projet. C'est-à-dire qu'en vérité, ta réalité, elle est faite à 99% de volonté. Mais si tu fais passer ta volonté par un diapo flou, ça va être flou. Mais si en plus de ça, il n'y a pas de volonté, quelle va être la qualité de la netteté de l'image projetée sur un projecteur qui n'est pas allumé? Vous me suivez ou non? Alors, comment tu la trouves cette image? Tu es sûr qu'il est allumé? Oui, il est allumé le projecteur. Le projecteur est allumé, mais il n'y a pas d'ampoule. C'est une question d'imagination. Projette-toi. Imagine-toi. Voilà, le vautour qui flotte au-dessus du vide en plein Himalaya. Tu le vois là ou tu le vois pas? Moi, je le vois. D'accord? Je vois la profondeur de l'horizon, je vois la crête de la montagne, on voit à peine le bout, et je vois le vautour énorme, avec des ailes incroyables. Je vois même les dernières ailes là-bas qui sont écartées. Tu les vois ou tu les vois pas? Je les vois, mais la vérité, je les vois dans ma tête, je les vois pas dans la réalité. Eh ben, c'est pareil pour ton magasin, Baba. Il a jamais existé parce que tu en as juste rêvé. Alors, je vous donne un secret. Il y a des gens, ils sont tellement fatigués à rêver de leur projet qu'ils n'ont plus la force de le réaliser. Ils ont tellement parlé de leur projet qu'ils n'ont plus la force de le réaliser. Ils ont tellement vendu des parts de société dans la société qu'ils n'ont pas encore créée, qu'ils n'ont même pas d'argent pour rembourser les mecs qui leur ont prêté l'argent. Et si vous allez dire, waouh, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis, pas du tout. C'est marqué ici. C'est marqué dans le Gaon de Vilna. Regardez. Chez Yoshev Bebeto, il est assis dans sa maison, Vechoshev Tamid Mahashavot, et il pense perpétuellement des pensées. Umeyagea Atzmo Ben Mahashavot, et il se fatigue avec ses pensées. Yasik Remdato, comment il va faire pour atteindre l'objet de son désir? Tu dis, mais comment on peut se fatiguer? Vous savez que le cerveau n'est pas fatigué. Le cerveau, c'est quoi le cerveau? Le cerveau, non, je ne parle pas des gens qui sont fatigués de naissance. Je parle, la fatigue du cerveau, elle n'existe pas, puisque la réflexion, ce sont des arcs électriques établis entre les neurones. Ça fatigue pas. Donc quand cette personne dit « je suis fatigué de réfléchir », en vérité, c'est une flemme de réfléchir. Parce que le muscle, il se fatigue. Pourquoi? Parce que tu l'as utilisé. D'accord? Une corde, elle fatigue parce que tu l'as beaucoup tiré. Une voiture, elle se fatigue parce que tu as beaucoup roulé. Mais le cerveau, il ressent pas la fatigue. Tu peux te saturer. Tu peux être stressé. Mais tu n'es pas fatigué de réfléchir. Ça fatigue de réfléchir. Ah, il a quoi? C'est un ressenti. Alors, je te donne une solution. C'est que les gens qui ne soulèvent jamais la valise, le jour où ils vont la soulever, ils vont la trouver lourde. Donc, les gens qui réfléchissent jamais, le jour où ils commencent à réfléchir, ils ont une sensation de fatigue, mais en fait, c'est juste parce que c'est nouveau, parce qu'ils n'utilisent jamais le cerveau. C'est le principe de l'escalator que j'ai souvent développé. Vous vous rappelez l'escalator? Oui, non? Moi, j'aime pas les escalators. Donc, des fois, j'arrive et il y a un escalator. Alors, je prends l'escalier. Alors, des fois, il y a des goïms, ils ont de la peine pour moi. Ils me disent, monsieur, vous pouvez prendre l'escalator? Il est permis aux juifs. J'ai dit, mais je préfère ne pas prendre l'escalator. Alors, il me dit, ah ben, vous êtes vraiment différent, vous. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que des fois, il ne marche pas. Et ça, c'est un phénomène psychiatrique, c'est intéressant. Vous pouvez y penser aux toilettes, ça peut aider d'ailleurs.
quand tu prends un escalier, tu montes un escalier. Mais quand tu montes en escalator, bizarrement, quand l'escalator ne marche pas, c'est plus dur à monter que l'escalier. Bien que c'est les mêmes marches. Mais quand il ne marche pas, d'un seul coup, chaque pas, il te coûte. Donc, quand tu t'es habitué à l'escalator, après, tu trouves l'escalier difficile à monter. C'est quoi, moi, toujours quand j'arrive quelque part dans une ville ou quoi pour faire une conférence, le gars qui vient me chercher, il me dit, Rav, je vous prends la valise. Je dis, je préfère pas. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que quand t'es pas là, je vais la trouver lourde. En plus, elle roule. Comme sur des boulettes. D'accord? Donc, je la tire. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que il faut pas s'habituer à l'escalator. Tu vois, celui-là, il a eu une enfance facile. Il a pris l'escalator. Après, il se marie, c'est très dur. Ah, c'est l'escalier, là. Le premier enfant, il était cool, gentil, sympathique, intelligent. Le deuxième, il est hystérique, méchant, tordu et a une tendance à la diarrhée. Bah, c'est l'escalier, baba. Mais comme tu étais habitué à l'escalator, tu trouves que l'escalier, il est raide. Alors que, quand tu t'habitues à l'escalier, l'escalator, ça te fait ni chaud ni froid. Parce que tu es prêt à monter l'escalier. Vous me suivez ou non? Donc, quand tu es prêt à assumer, ça ne te fatigue pas si le bon Dieu, il fait que tu n'as pas besoin d'assumer. Mais si toi, tu fais tout pour ne pas assumer, le jour où la vie, elle t'oblige à assumer, tu vas mourir. Parce qu'il faut assumer. Donc toi, tu préfères l'escalator, toi. Ce qui est marqué ici. Dit la personne, elle va se fatiguer à rêver. Elle va se fatiguer à faire des montages financiers. Elle va se fatiguer à calculer les bénéfices sur les ventes. Mais vends un produit. Non, mais moi, je suis dans la réflexion. Moi, je suis dans le concept. Moi, je suis dans le prévisionnel. Mais vends un produit. Le mec, il a calculé, il prend 2,50 € par produit. Donc, pour 1000 produits, il prend 2500. Pour 20 000, pour 100 000, pour 1 million. Ok, tu en vends 1 million, tu en vends 2 millions, tu en vends 30 millions. Mais vends-en un. Ah, c'est pas mon truc, c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de le faire, c'est l'équipe commerciale. Mais pour savoir s'il est vendable, essaye d'en vendre un. Maintenant, toi, tu vas proposer à une équipe commerciale. Mais comment tu vas les convaincre? Parce que tu es convaincu. Parce que convaincant, convaincu. Si tu n'es pas convaincu, comment tu vas convaincre? Tu sais pourquoi tu es convaincu? Parce que tu as vu qu'il se vend le produit. La preuve, tu l'as vendu. Mais toi, tu ne veux pas le vendre. Tu sais pourquoi? Parce que si tu le vends, enfin, tu essaies de le vendre, et tu vois qu'il ne se vend pas, c'est pas que tu as perdu un produit, c'est que tu as perdu ton rêve. Et toi, en vérité, tu préfères ton rêve que la réalité. Donc, tu ne veux pas renoncer à ton rêve. Et au fond, pour toi, la vie, elle est dans le rêve. Donc, un mec qui va se fatiguer à monter un magasin après l'autre, un mec qui va se fatiguer à s'occuper de ses enfants, et toi, tu vas te fatiguer à rêver. Mais comme ton domaine de projection et ton domaine de réalisation, il est dans le rêve, donc tu fais tout dans le rêve, toi. Tu penses dans le rêve, tu rêves dans le rêve, tu réalises dans le rêve. Et tu t'épuises dans le rêve. Tu n'as pas besoin de la réalité. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une religion, ça s'appelle Netflix. Tu n'as plus besoin de vivre. Il suffit que tu payes l'abonnement. Et après, tu es bien. Et tu passes d'une série à l'autre, tu passes d'un feuilleton à l'autre, et tu vis des choses incroyables, et tu es épuisé. C'est comme la différence entre l'amour et la masturbation. C'est la même chose. Sauf que là, il faut se marier, alors que là, tu n'es pas obligé. C'est ça l'idée. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fous toute la journée? Ah, j'en ai vu 3, j'en ai vu 4, j'en ai vu 5, j'en ai vu 6. Mais c'est devenu, je dis même plus une maladie, je dis une religion. Tout de suite, tout juste, il ne va pas mettre le talit avant d'allumer la télé. Si cette logique, c'est ça. Mais Yagea Atzmo bemachashavot, il se fatigue avec des pensées. Yasik remdato, comment est-ce qu'il va atteindre sa convoitise? On a déjà expliqué que le mot machashavot en hébreu, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Donc, masheata choshev, c'est masheata marshiv. Donc, ce que tu penses,
c'est ce que tu considères. Maintenant, la considération, c'est tout à fait différent d'une idée, d'une option, d'une illusion. C'est quelque chose de chachouv, puisque tu es marchiv, et tu es mechachev, et tu es rochev. C'est du lourd. Ouais, mais fais attention à toi. Parce que très très vite, il faut que cette pensée, elle bascule dans l'action. Il faut qu'elle se réalise. Parce que la même pensée qui va être le carburant de la réalisation, si tu ne la réalises pas, elle va être le carburant de ta frustration. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire, plus tu penses et moins tu réalises, et plus ta pensée, elle va te détruire. C'est normal. Ça s'appelle la désillusion. Donc, il faut que ta pensée, elle soit imprégnée des moyens de la réaliser. Et les moyens de la réaliser, c'est ce qui va faire basculer ta pensée de la pensée à l'acte. Mais quand tu t'intéresses pas aux moyens de réaliser, parce que pour toi c'est inintéressant, c'est le comment. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le pourquoi. Fais attention le pourquoi, là, t'es que le quoi. Ouais, parce que toi, tu es dans le concept. Toi, tu es dans l'idée. Toi, tu es dans la pensée. Non, il faut y aller, là. Il faut y aller. Ouais, tu réfléchis à la stratégie du football. Prends ton ballon, va sur le terrain. Tu réfléchis à une démarche pour arriver à un protocole de développement du magasin. Va voir les clients. Va voir le propriétaire. Va voir le cuisinier. Va voir le prix de revient. Va sur le terrain. Va te décrasser la tête. C'est comme si tu t'assois dans la voiture de sport et tu fais va sur l'autoroute. Vas-y, appuie, vas-y, déchire, là, vas-y. Faut que tu les sentes, les 350 chevaux. Toi, t'as pas besoin, tu dis. Surtout que tu peux mettre la radio, même à l'arrêt. Donc, tu mets le bras sur le côté, comme ça, et tu vois la baie des Anges, en bas. Tu vois la mer, mais il n'y a rien. Halom tov, halom shalom. Il dit ici que cette démarche-là, de penser beaucoup à des choses que tu considères sans les réaliser et qui t'épuisent, regardez ce qu'il dit, Zénikre et Savon. C'est ça ce qu'on appelle la tristesse. C'est le Gaon de Vilna. Hein. Vous me suivez ou? C'est ça la tristesse. C'est que les gens ils croient que la tristesse, c'est une réaction. Parce que tu as subi quelque chose de très difficile et ça t'a rendu triste. Non, ça c'est la tristesse qui vient de l'extérieur. Mais la tristesse qui vient de l'intérieur, c'est quoi? C'est la sensation développée par la non-réalisation. Bah oui, parce que si vous avez bien écouté les cours, vous savez que j'ai dit à peu près 122 000 fois que la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc, la tristesse, c'est l'insatisfaction de ne pas être. Donc, quand tu te bats avec la réalité, quand tu te bats avec le temps qui passe, quand tu te bats avec ton emploi du temps, quand tu te bats avec les obstacles, en vérité, tu es en train de devenir. Mais quand tu te bats pas, parce que c'est pas simple, parce qu'on te met des bâtons dans les roues, parce que personne ne t'aide, parce que t'es pas encouragé, parce que la situation est difficile, parce que la conjoncture est mauvaise, parce que le magasin est mal placé, en vérité, tu glandes. Vous me suivez ou non? Confirmation par texto. Donc, ça veut dire qu'une personne, ouais, elle doit décider où elle va casser les barrières et elle va rentrer dans l'action ou non. Et ça, c'est un truc que j'avais lu une fois, au Canada, je crois. Ils expliquaient que quand les gens ils tombent en panne, ah oui, j'avais vu ça. Au Canada, ils ont des manteaux très, très, très chauds. Et il y a certains qui contiennent des barres comme ça. Vous les cassez,
vous les mettez dans des endroits spécialement dans le manteau et ça chauffe. Pourquoi? Parce que quand les gens ils sont à moins 20, moins 30 ou moins 50, avec le vent, ça fait moins 80. Ouais, dans la steppe canadienne, perdue là-bas, ouais, à 32 km de Khlal Khalé, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Et tu tombes en panne et tu n'as pas de chauffage. Quand tu vas sortir de la voiture, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir très très froid. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bien te couvrir et tu vas te concentrer et tu vas t'asseoir. Et tu vas arrêter de bouger. Et t'as froid, et t'as froid, et t'as froid. Et à un moment, tu commences à avoir chaud. C'est un phénomène incroyable. Pourquoi? Parce que le corps, il est fait de manière très très intelligente. C'est que quand la partie la plus épidermique est agressée par le froid, le corps, pour économiser les calories, il va cumuler le sang chaud et les calories vers l'intérieur du corps. Donc, la partie extérieure va commencer à se refroidir. Quand elle se refroidit, ça veut dire que la température, elle baisse au niveau des extériorités. Et donc, la personne, en vérité, elle commence à geler. Maintenant, vous avez tous eu cette image du gars on retrouve 8 jours après, en bonhomme de neige, mais complètement gelé, je dirais même plus, puisqu'il n'était pas préparé, ce qu'on appelle un congelé. Pour ceux qui ont lu les écrits du professeur Picard, d'accord? Qui a dit un congelé vaut mieux que Dieu tu auras. Ça vaut le petit pois. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, le gars, il s'est endormi. Parce que comment on s'endort? Vous savez comment on s'endort? Pourquoi est-ce qu'après manger, on a envie de dormir? Parce que le sang, il se cumule là où vous utilisez le corps. Quand vous courez, le sang, il va dans les jambes. Quand vous réfléchissez, le sang, il va dans la tête. Mais quand vous digérez, le sang, il va dans l'estomac. Et quand l'estomac, il est rempli de sang, ça vous endort. C'est ça le sommeil d'après manger. Très très connu pour les effets hallucinogènes de la dafina du samedi matin. Ouais. Non, juste pour vous dire qu'il ne faut pas interpréter les rêves qu'on fait après la dafina, ils ne sont pas prémonitoires. Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu t'endors. Maintenant, pourquoi tu t'es endormi en vérité? On a dit pourquoi? Parce que le sang qui était dans l'épiderme, il est rentré à l'intérieur. Donc il y a ce sentiment de chaleur. Mais en même temps que tu te sens bien à l'intérieur, en même temps tu es en train de geler sur les extérieurs. D'accord? Et quand le froid il a pris, entre-temps, la personne elle s'endort et elle meurt gelée. Ce qu'on appelle un mort gelé. Ouais. Mais puisque le monde physique n'est que la symbolique du monde psychologique, et que le sang, la Torah dit qu'il y a Adam ou un nefesh. Le sang, c'est le nefesh. Et le nefesh, c'est le psychique. Donc quand toi, tu vas prendre ton sang et tu vas le mettre dans tes muscles, ton corps va bouger. Quand tu vas mettre ton sang dans ton épiderme, tu vas réchauffer ton corps. Quand tu vas mettre ton sang dans ton choix, ça s'appelle la volonté. Donc tu vas faire bouger les choses au prix du sang. Ouais. Parce que tu as mis ton nefesh à l'intérieur des choses, qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh. Tu prends ton nefesh, tu le mets. D'ailleurs, dans le passouk là-bas, quand Avram Avinu il veut racheter le champ d'Ephron, ouais, là-bas c'est marqué dans le passouk qui y met nafshechem, ouais, qui y met nafshechem, et la traduction c'est et si vous voulez. C'est-à-dire que le nefesh, il est l'expression en fait de la volonté, c'est-à-dire qu'il est l'outil de maîtrise de la volonté. Alors, puisque le sang représente la volonté, donc quand le sang va vers l'intérieur, donc ça veut dire que tu te mets en système de protection, automatiquement, ton extérieur n'est plus protégé. Et le froid de la nonchalance, il rentre. Après le froid de la flemme, il rentre. Après le froid de la non-action, il rentre. Et tu t'endors. Mais là, on est déjà dans la dépression. Parce que maintenant, tu es enfermé à l'intérieur et tu tournes en rond parce que tu dis à quoi ça sert, de toute façon ça ne marchera pas, c'est trop difficile, personne ne m'aime, c'est trop dur. Non, 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 tu ne laisses pas le sang rentrer à l'intérieur. Le sang, il est fait pour aller vers l'extérieur. Ouais, tu envoies le sang dans ton bras. Le bras, il envoie dans l'objet. L'objet, il va sur la machine, elle produit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que les médecins, ils vous disent il faut bouger, il faut bouger. Et que les 3/4 des problèmes de santé parce qu'on est
sédentaire, même si on n'est pas dentiste. C'est pas grave. Maintenant, la sédentarisation, c'est quoi? C'est que tu arrêtes de bouger. Et quand tu arrêtes de bouger, tu commences à te congeler. Donc, tu commences à t'endormir. Mais quand tu bouges, les muscles, ils bougent, d'accord? Quand tu bouges, tu fais bouger le sang. Quand tu fais bouger le sang, tu vas oxygéner le cerveau. Quand tu oxygènes le cerveau, tu réfléchis mieux. Quand tu réfléchis mieux, tu réagis plus facilement. Quand tu réagis plus facilement, tu agis plus. Donc, agir amène à agir. Amène à agir. Ça s'appelle le décrassage. Ça s'appelle l'action profitable. Ça s'appelle le mouvement et le secret de l'univers. Ça s'appelle Adam Oler. L'homme va. Ça s'appelle Ubechokotai Telechu. Dans mes lois, vous irez. Ça veut dire qu'on est condamné à se déplacer. On est condamné à marcher. On est condamné à aller. D'ailleurs, aujourd'hui, les médecins, ils préconisent de faire 45 minutes de marche 2 fois par semaine pour éviter les problèmes cardiovasculaires. Mais réfléchissez que quand les gens avant, qu'il n'y avait pas la voiture, qu'il n'y avait pas la trottinette, qu'il n'y avait pas le métro, qu'il n'y avait pas le RER, qu'il n'y avait pas le train, les gens, ils passaient leur vie à marcher. Tu dis, bon, Baruch Hashem, on n'a plus besoin de marcher. Parce qu'on est tout le temps assis. Là, c'est assis dans le métro. Là, tu es assis dans la voiture. Après, tu es assis au bureau. Après, tu es assis dans le RER. Après, tu es assis dans ton canapé. On passe le temps à être assis en attendant d'être allongé. Après, tu t'étonnes qu'on a des mal de dos, qu'on a des problèmes de poids, qu'on a des problèmes de sang, qu'on a des problèmes dans la tête. Tu dis, mais va marcher. Mais marche. Tu dis, mais j'ai pas le temps. Mais tu sais combien de temps ça prend une dépression? Tu sais combien de temps ça prend une comment ça s'appelle? Une réparation après un AVC? Tu sais combien de temps ça prend de récupérer tout ce que tu as perdu avec cet AVC qui vient d'un problème de cœur, qui lui-même vient d'un problème de circulation, qui lui-même vient d'un problème de marche. Donc, tu aurais peut-être mieux fait de marcher plutôt que de réparer ton AVC. Parce que c'est normal. De la même manière que toi, tu circules sur les routes, eh ben, ton sang, il circule en toi. Donc, quand tu circules pas, tu cumules un rôle qui n'est pas le tien. D'ailleurs, même le médecin te l'a dit, mais qui t'a collé ce rôle? Alors que quand tu as un bon débit au niveau des reins, bah, tu n'as pas de problème de reins. Quand tu as un bon débit au niveau du sang, tu n'as pas de problème de sang. Quand tu as un bon débit au niveau de l'air, tu n'as pas de problème pulmonaire. Donc, tu as bien vu que tout est qu'une question de mouvement. Donc, il y a une espèce d'illusion d'optique que la flemme repose. Alors qu'en fait, c'est le contraire. La flemme fatigue. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui sont des vrais bosseurs et qui sont bien. Le mec, il lève des pianos, il soulève des frigos, il travaille 19 heures par jour. Et juste après la retraite, il commence. L'arthrose, le dos, le cœur, le khlala, le baba, le cerveau, la mémoire. On dirait que la machine, elle s'est déglinguée d'un seul coup. On dirait que le corps, il attendait la retraite. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les vieux s'arrêter. Grave erreur. Je ne te parle même pas des gens qui sont vieux avant d'être jeunes. Déjà à 17 ans, ils rêvent. À 32 ans, je serai milliardaire et je vais me kiffer le soleil, la villa, la blonde, la brune, toutes les bières. Donc, tu es pressé de mourir, en fait. C'est vrai que la pierre tombale, elle est toute la journée au soleil. C'est ça que tu veux, être allongé au soleil. À Givat Shaul. Tu dis Hazve Shalom Simsilenu tout. Alors que normalement, c'est le contraire. Moi, je voyais les grands-mères, la mère de ma mère, la mère de mon père, ils avaient un proverbe en arabe, ils disaient que Dieu ne nous laisse pas sans rien faire. Alors qu'aujourd'hui, le leitmotiv de la jeunesse, c'est vivement qu'on se repose. Mais on va tous se reposer. Ce sont des endroits consacrés pour ça, c'est marqué partout. Ici, repose. Mais pourquoi tu es tellement pressé de te reposer? Moi, j'adore la fatigue. La vérité, j'adore la fatigue. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es fatigué, tu dors bien.
et tu te réveilles avec la tête fraîche. Mais quand tu n'es pas fatigué, tu dors mal. Ça s'appelle l'insomnie. C'est quoi l'insomnie? L'insomnie, c'est la prise de tête qui t'angoisse du fait que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, pour ça que tu n'arrives pas à dormir. Comme tu te réveilles, tu n'es pas bien parce que comme tu n'as pas bien dormi, donc tu es à moitié réveillé. Comme tu es à moitié endormi, tu n'arrives pas à faire ce que tu as à faire. Du coup, ça t'angoisse. Du coup, la nuit, tu dors mal. Et tu es rentré dans un cycle. Toi, tu dis non, moi, je crève et je dors bien. Metuka Shenata Oved. Il est doux le sommeil du travailleur. Je dors bien. Vous avez déjà bien dormi, non? Oui? Moi, n'importe où je m'assois, je dors. Je dors bien. Tu dis, tu sais, tu devrais consulter quand même. C'est pas normal de s'endormir comme ça. Mais c'est très simple. Quand tu essaies de vivre chaque moment de ta vie à fond, eh ben, tu peux dormir bien parce que tu sais que tu as fait ce que tu avais à faire. Moi, je vais vous dire un truc, mais je crois que je ne l'ai jamais dit, je crois. Ça vous est jamais arrivé, vous arrivez un jour, vous êtes tellement content de tout ce que vous avez fait, vous dites, ben si je pars ce soir, c'est bien. Jamais? Bon, ça veut dire qu'il vous reste beaucoup à faire. Une fois, j'ai eu ça. Non, je n'étais pas en dépression, j'étais bien. Et j'ai tellement couru, parce que j'ai fait des trucs. Des fois, j'avais couru toute la semaine dans des villes différentes. Après le Shabbat, j'avais un séminaire. Après le dimanche, je prenais l'avion, j'allais à Montréal. J'arrivais à midi. À 2h, j'avais une conférence jusqu'à 4h. À 4h, je buvais un coca. Je refaisais une conférence de 2 heures. Et le jour même, à 6h, je reprenais l'avion pour repartir à Paris. Je sais pas, tu vois le... D'accord? J'arrivais le lendemain matin et je prenais un train, j'allais à Aix-les-Bains pour faire une série de conférences. Après, je rentrais le matin et je faisais cours le soir à Paris. Et le lendemain, je partais à Londres. Et en revenant de Londres, j'avais un mariage et j'allais au mariage et je dansais avec le Khatan. J'étais tellement bien là. J'étais bien. C'était un élève à moi. Il a fait tchouva, il se marie avec une fille extraordinaire. Il est ingénieur, il est chacham. Waouh! Je dis, si je pars maintenant. Tu dis, ah, t'es fou, je vais taper à Satan. Moi, je dis, les gens qui ont peur de mourir, c'est qu'ils sont déjà morts. Mais si tu remplis bien ta vie, bien, d'accord? C'est-à-dire que tu regardes ta femme, elle est heureuse, elle est épanouie, super. Tes enfants, ils sont éduqués, construits, sadiques, équilibrés. Tes fournisseurs, ils sont payés. Tes dettes, elles sont truquées. Ta maison, il n'y a pas de problème. Tes impôts, tout est clair, t'es clean, t'es tranquille. Pourquoi pas? Tu dis, ah, shalom, mais il est en train de nous proposer un suicide collectif. Mais non! Ce que je veux dire, c'est ça, cette satisfaction d'avoir fait ce que tu as à faire, c'est ce qui va faire que tu vas dormir bien. Maintenant, évidemment, Hazvé Shalom, que je ne souhaite pas aux gens de mourir, mais à un moment ou un autre, à 120 ans, tu vas t'allonger une dernière fois. Ouais. Maintenant, tu vas t'allonger avec l'arma ou tu vas t'allonger avec la satisfaction du travail accompli. Alors, je te dis un secret. Toutes les fois que tu te mets au lit, ouais, au lieu d'attendre la fin de la vie pour demander si tu as fait ce que tu avais à faire, il faut qu'avant de dormir chaque soir, tu te demandes si tu as fait ce que tu avais à faire aujourd'hui. T'as compris ou non? Donc là, tu as fait ton maximum. Tu as truqué. Moi, dans mon travail à moi, je donne le cours. Mais je donne le cours. J'ai plus de force. J'ai fini le cours, j'ai plus de force. Je vais dormir. Je dis non, je vais m'économiser. Faut gérer. C'est comme les joueurs de foot. Pour durer, faut s'économiser. Non, que ça sert. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va continuer à vivre. On se donne à fond. Toi, c'est pareil. Tu fais du business. Donne-toi à fond. Toi, tu étudies la Torah. À fond. Toi, tu t'occupes de ta famille. À fond. À fond. Tu dis non, on va y aller mollo, on sait jamais, des fois que je refais ma vie, il faut que je garde des forces. Mais non! Ta famille, elle est là, ta vie, elle est là, vas-y! Donc, c'est quoi l'idée? Quand tu es dans le travail, tu es à fond. Tu rentres chez toi à la maison, tu es à fond. Tu es devant ta Guémara, tu es à fond. Tu es en train de prier, tu es à fond. Quand tu as tout fait à fond, et que c'est le moment de dormir, mais tu dors tranquille. Parce que si quelqu'un va te dire, ah, t'as pas un peu de remords, hein, tu te dis pas que quelque part, tu aurais pu faire mieux? Tu dis de vérité. J'ai fait le max. Donc, quand tu as fait le max, tu dors bien. Donc, quand tu dors mal, c'est que tu sais que tu n'as pas fait le max. Vous me suivez ou non? Maintenant, évidemment, vous avez compris que
Le but, c'est pas de bien dormir. Non, parce que vous allez dire, attends, il travaille pour Dunlopillo ou quoi? Mais non. Que le projet, c'est d'avoir la conscience tranquille. C'est pour ça qu'avant, les goïms, ils disaient, aujourd'hui, ça se dit plus parce que sinon, s'ils disaient ça, ils se feraient virer de la télé. Mais avant, ils disaient, les gens, en mon âme et conscience. En mon âme et conscience. Les deux. Ouais. Il faut que tu impliques ton âme, il faut que tu impliques ta conscience dans ce que tu fais. Aujourd'hui, ils ne parlent pas de l'âme et la conscience, ils préfèrent ne pas aborder le sujet. D'accord? Donc, il ne reste plus rien. Espèce de vaporisation qui survole dans un brouillard difforme une réalité non élaborée. Ce qu'on appelle en anglais « riyah ». Mais si tu dis la question, la réponse. Le problème, la solution. D'accord? La situation, la personne. Allez, on y va. T'as pas de problème. Et tu vas engendrer, et tu vas développer, et tu vas construire, et tu vas faire. Dans cette dynamique-là, ouais, il n'y a pas de place pour la paresse. Il n'y en a pas. Parce que c'est pas que c'est non productif. C'est pas que c'est anti-productif. C'est exactement le projet contraire de la création du monde. Et tu le vois, la preuve. C'est que tous ces gens-là, ils s'ennuient. Tu peux me dire la vérité. Tous les mecs qui se droguent, les mecs qui se bourrent la gueule, les mecs qui se déchirent, les mecs qui passent des heures et des heures à la télé, les mecs qui regardent 24 films par jour, des gens qui... En fait, c'est des gens qui s'ennuient. C'est vrai, non? Avant, le paysan, le mec qui se lève à 6 heures du matin, il fallait qu'il rentre les vaches, d'accord? À 16 heures du soir, il terminait de ranger les outils. Mais il tombait, le gars. Alors que là, ils n'ont rien à foutre. Ils demandent, mais sur quoi je vais déprimer aujourd'hui? Alors, au travail, on les pousse à bout. Et dès qu'ils sortent du travail, ils décompressent. Donc, ils font des extrêmes. Ouais. Genre, 19 cafés, 14... Le mec, il a une intraveineuse de Nespresso. Et après, il sort du travail, une loque comme ça. Dans le RER. Après, il arrive chez lui, il tombe dans le fauteuil. Son fils, il dit à sa femme, à sa mère, « Papa, il est mort ?» « Non, non. Regarde, il y a un doigt qui bouge. » Ça a été ta journée? Tu dis, mais je l'ai vu ce film, c'est La Nuit des Morts Vivants. Oui, c'est ça. Non. Tu dois être là où tu es en action. Ouais. Moi, j'ai dit toujours, j'ai dit au papa, j'ai dit, n'oublie pas que ta journée de travail s'arrête 2 jours après que tu es rentré à la maison. 2 heures après que tu es rentré à la maison. Parce que les gens, ils se donnent à fond. Et dès qu'ils sortent du travail, ils deviennent des loques. Non, tu rentres à la maison, tu fais ton rôle de père, comme toi, tu fais ton rôle de mère. Et après, quand tu as fait aussi ton rôle de mari, et quand les enfants sont couchés, et que ta femme elle dort, tu t'écroules. C'est bien. Pareil pour ton mari, toi aussi. Et tu verras que tu dormiras bien. Parce qu'en fin de compte, tu as rempli les cases là où il fallait le faire. Mais si tu ne le fais pas, pourquoi? Alors, je t'explique, c'est très simple. Parce qu'on a expliqué déjà 1 million de fois que la réalité, elle est la projection de ce que je suis à l'intérieur. Maintenant, quand je suis plein à l'intérieur, je projette du plein. Mais quand je ne suis pas plein, je projette du non plein. Maintenant, chasser lève, c'est quoi? Puisque l'intériorité de l'être, c'est le lève, c'est le cœur, mais pas le cœur des sentiments. D'accord? Ça s'appelle la silhouette psychologique de la personne. Ça, c'est le cœur. Maintenant, si quelqu'un est chasser lève, c'est-à-dire qu'il n'est pas complet dans son intériorité, automatiquement, ce qu'il va produire va être incomplet. Le célèbre exemple, ouais, quand vous mettez la main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc je reprends. Si je mets une main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? Ça dépend combien il y a de doigts dans la main. Maintenant, la main, c'est la personne. L'ombre, c'est l'acte de la personne. L'acte de la personne n'est que la projection de la personne. Donc, si la personne est complète, elle produit du complet. Si la personne est incomplète, elle produit de l'incomplet. Maintenant, le gars, il s'étonne qu'il n'arrive pas à terminer d'écrire son livre, alors qu'il n'arrive même pas à finir sa phrase.
il s'étonne qu'il n'arrive pas à changer de direction, alors qu'en fait, il n'arrive même pas à se remettre en cause. Donc, ça veut dire que, en parallèle de la personne intérieure que tu construis, ton acte, il va s'en trouver amélioré au fur et à mesure que tu t'améliores. Le paresseux, il est chasser lève. Ça veut dire que son intériorité n'est pas complète. Or, on a expliqué déjà que le mot chasser, il est représentatif du Yetzer Hara, qui s'appelle chasser, qui s'appelle le manque. Donc, chasser lève, ouais, ça veut dire cœur manquant, ouais, mais c'est la même chose que lève chasser. Maintenant, quand ton lève est chasser, c'est-à-dire que ton cœur, il est chasser, et le chasser, c'est le Yetzer Hara. Donc, quand toi, ton cœur est rempli de manque, en français, on appelle ça que ton intériorité est pleine de frustration. Or, la frustration, c'est le combustible du Yetzer Hara. Parce que comment le Yetzer Hara, il te fait fauter? Avec la frustration. Tu sais que c'est pas cachère. Pourquoi tu manges? Parce que tu es frustré. Pourquoi tu regardes cette image dégueulasse? Parce que tu es frustré au niveau sexuel. Toi, tu es frustré au niveau émotionnel. C'est pour ça que les petits compliments qu'une autre il t'a fait, ça a fait que tu as couché avec. Mais il vient pas parce qu'il est charmeur. Il vient parce que tu es frustré. Mais si toi, tu étais bien dans ton équilibre émotionnel, tu te sais aimer, tu t'aimes, tu es bien avec toi-même. C'est pas parce que le mec il t'a fait 3 compliments que d'un seul coup, tu dois payer en nature. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Je ressens quelque chose. Je te mets une musique, je te sers un verre. Attends, on dirait un protocole d'exécution. Tu sais, il découpe le col, il rase, il t'allonge. Et t'entends. Oh, tu dis, oh, il veut me couper la tête ou quoi, celui-là? Mais enfin, Jérôme. Bon, je l'ai dit Jérôme parce que chaque fois on dit ah c'est Jérôme. Ouais, c'est Jérôme. Ouais. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux coucher avec moi? Non, ça va, je suis pas grossier. C'est très simple. Tu me rencontres, on parle, on se comprend, on s'apprécie, on se décide, on s'engage. On va voir nos parents. On fixe une date, on fait la choupa, on se marie, et après on fait ce que tu veux. Ah ouais, mais c'est vachement compliqué ton truc. Oui. Mais l'autre, quand on lui a coupé la tête, demande à Louis XVI qu'est-ce qu'il en pense. Il se sent raccourci quelque part. Bah c'est pareil toi. Toi si tu dors avec le gars, puis qu'après il te dit ouais c'était super mais on n'est pas compatible au niveau caractère. Bah toi aussi, tu te sens raccourci quelque part. Sauf qu'il n'a pas coupé le haut. Donc, c'est ça l'idée que la personne a dit. Je peux pas. Maintenant, quelle différence entre draguer la personne pour profiter de son corps, ouais, ou se mentir à soi-même pour profiter de sa flemme? C'est-à-dire qu'avant que tu sois le manipulateur qui va fabriquer une victime, tu es déjà victime de toi-même qui te manipule. Maintenant, que tant que toi, tu n'arrives pas à te projeter et à te regarder vivre et à te voir combien tu te moques de toi-même, combien tu n'es pas assez étranger de toi-même pour t'occuper de toi-même, combien tu n'es pas assez critique de ta lourdeur, d'accord, de ta non-réactivité, de ta non-implication. Donc, tu peux pas avancer. Maintenant, puisque le problème du cerveau, c'est qu'il va légitimer ce que tu vas lui donner à légitimer. Donc, si tu veux légitimer ta haine, il va te développer un argumentaire. Si tu veux légitimer la solution, il va trouver une solution. Si tu veux légitimer le problème, il va légitimer le problème. Donc, le cerveau ne sert à rien à ce niveau-là. Vous me suivez ou non? Donc, tu dois servir du cerveau, mais pour réagir, pour rebondir. Rappelez-vous cet exemple extraordinaire que j'ai trouvé d'ailleurs. C'est le triple saut. Vous connaissez le principe du triple saut? Moi, j'adore ces trucs-là, c'est incroyable. Tout le monde connaît cette série de photos. Vous savez, ils ont décomposé le triple saut en photos. Ils ont pris 100 photos et on voit chaque geste que le gars il fait pour le triple saut. Donc, le gars, il court 30 mètres, d'accord? Il tape par terre, pied d'appel, il saute.
il repose un pied par terre, il ressaute. Il repose un pied par terre, il ressaute. Et là, il s'écroule dans le sable. Super. Bon, ça a l'air comme ça, sympathique et tout. Mais quand tu vas sur le terrain, allez-y, ça vaut la peine. Vous rentrez dans le stade et vous refaites le parcours que le mec, il a sauté. Et quand on vous dit qu'il a sauté 18 mètres 80, 18 mètres 80, c'est que le gars, il a fait 3 sauts de 6 mètres. C'est que quand nous, on saute 2 mètres, on croit qu'on a traversé la mer Rouge. Le mec, il a sauté 6 mètres au premier saut. Comment il a fait pour faire le deuxième? Il s'est installé, il a réfléchi, il a fait des pompes. Non, 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 non. Il a tapé par terre, il est ressauté 6 mètres. Tu dis, c'est bon, kolakavod, c'est super, prends 2 mois de repos. Non! Il a retapé par terre, il a refait 6 mètres. Ça s'appelle le triple saut. Maintenant, la question la plus intelligente, à mon avis, c'est combien de temps il a passé par terre, le gars? Vous me suivez ou non? Parce que sur les 18 mètres, combien de temps il a passé à poser et à rebondir? Ben voyez, ce temps qu'il a passé à poser son pied et à rebondir, ça s'appelle en français la réactivité. Ça s'appelle en français rebondir. Maintenant, le temps que tu as passé sur le sol, ça s'appelle en français la culpabilité. Ça s'appelle le rapport à la réalité. Maintenant, tu ne peux pas réagir si tu n'as pas agi. Tu ne peux pas rebondir si tu n'as pas pris conscience. Donc, on a besoin de taper par terre. C'est pour ça qu'en français, ça s'appelle le pied d'appel. Ben, dans la vie, c'est pareil. Peut-être que les 3 sauts, le premier saut, c'est l'enfance, le deuxième saut, c'est l'adolescence, le troisième saut, c'est l'adulte. Vous me suivez ou non? Peut-être le premier saut, c'est l'école, le deuxième saut, c'est ton ingénierat, et le troisième saut, c'est la création de ta société. C'est qu'on va en faire du triple saut dans la vie. Plein de fois. Mais attention à toi. C'est très très rare, je te dis, que le gars, après le premier saut, il s'arrête, il boit un café, il finit une clope. Non, 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 il fait le deuxième saut. Vous me suivez ou non? Toi, c'est exactement pareil. Elle est bien cette fille, elle est bien ce garçon. Tu as fait le tour de la question? Vas-y, marie-toi. Attends, on n'est pas au triple saut. C'est ça le problème. Tu dois l'argent, rends-le. Ouais, mais tu sais, je réfléchis, en plus il est bourré, puis il n'en a pas vraiment besoin. Tu vas pas rembourser, toi. Ouais. T'as l'examen dans 1 an, dans 1 mois? Vas-y, bosse. Attends, je prends mon temps, j'ai besoin de le sentir, je vais faire une année sabbatique. Oh, pas t'es en train de glander, là. Vous me suivez ou non? Ouais, le magasin, il est mal rangé, je comprends pas pourquoi je paye tous ces mecs-là. Ah ben vas-y, vas-y, toi. Viens dimanche et range le magasin. Vas-y, bouge. Bouge. Le client, il rentre. Vas-y, lève-toi de ton bureau, va lui vendre une jupe. Tiens, vas-y. Voilà, t'as 1000 jupes, là. Vas-y, va lui vendre. Ah, c'est pas à moi de faire ça, il y a des gens qui sont payés pour. Vas-y, toi, vas-y. D'un seul coup, tu y vas, tu crées une dynamique, les vendeurs, ils s'y mettent, le truc s'y met, même le mec du stock, même le mec du transport, tout le monde s'y met. Parce que tu as créé le mouvement. Mais le contraire, tu peux arrêter le mouvement. C'est comme ça. Ouais, c'est comme le cauchemar des vacances. Le cauchemar des vacances, c'est que les enfants, les parents, tout le monde s'assoit et ils disent « Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?»« Ben, qu'est-ce qu'on fait? On meurt !» Ben, vas-y, bouge-toi, non? T'as 19 ans. Alors, va faire du VTT, va faire du parapente. Tiens, même pas le parachute, ça nous fera une activité. D'accord? Et toi, je sais pas, ben, on va faire des courses, nous on va se balader, nous on va se détendre. Vas-y, bouge. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Papa, on s'ennuie. Papa, on s'ennuie. Ah, mais nous, à l'époque, j'ai envie de dire à mon père, papa, je m'ennuie, mais il me réexpliquait clairement 5 bonnes raisons de me réjouir d'être vivant. Avec les marques de son affection de chaque côté du visage. En bas au Hachem, n'a jamais frappé, Zichron Libracha. Mais il n'y a pas besoin de frapper. Il n'y a pas besoin. Un mot, pam, garde à vous. Aujourd'hui, 19 coups de Kalachnikov. Qu'est-ce que t'as dit, papa? Ah oui, c'est pas la même chose. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que vous avez compris maintenant que l'engrenage, le mouvement, il est en même temps le problème
et en même temps la solution. Pourquoi? Parce que les outils qu'on utilise ne rouillent pas. L'herbe ne pousse pas sur les rails. Les chemins qu'on utilise, il n'y a pas de mauvaise herbe dessus. Donc il y a une espèce de difficulté à mettre en branle un système, mais d'un autre côté, c'est la seule manière de maintenir l'existence du système. Donc en fait, compte, le mouvement entraîne le mouvement. Le mouvement entraîne le mouvement. C'est pour ça que tu trouves des gens à 90 ans qui sont refifs, qui courent, qui travaillent 17 heures par jour, et des gens à 22 ans qui sont fatigués, qui sont épuisés. Tu sais, c'est la jeune maman, elle vient d'accoucher de son premier, elle est épuisée. Elle va passer Shabbat chez ses parents, elle tombe sur le canapé, maman, je suis morte, elle m'a réveillée toutes les heures. Maintenant, les parents, 65 ans, 75 ans et 88 ans, ils reçoivent leurs enfants, et c'est eux qui font le Shabbat, qui passent l'aspirateur, qui découpent les poivrons pour la salade cuite, et l'autre, elle est jetée. Maman, fais-moi un jus d'orange, j'ai pas de force. Mais t'as oublié, Hamara, que ta mère, elle s'est mariée à 14 ans au Maroc, qu'elle a eu 22 grossesses, qu'elle en a gardé 14 vivants, ouais, qu'elle a eu sa belle-mère chez elle pendant 17 ans, que son mari, il a fait un accident cardiaque, elle s'en est occupée pendant 19 ans, et toi, pour un bébé, t'es morte. Ouais, mais il me réveille toutes les 3 heures. Ouais, ça s'appelle un bébé. Maintenant, mon amour, ça fait 22 ans que tu fous rien, c'est pas grave si quelques nuits, tu dors pas. Moi, ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé, avec les grossesses ininterrompues, elle m'a dit un jour, elle me dit, Ria, c'est la première nuit en 10 ans que je dors. 10 ans. 10 ans. Vous avez compris ou non? Pas genre 2 nuits. Eh, ça fait 2 nuits que je dors pas. D'accord? Alors t'as intérêt à allaiter à ma place. Mais je peux pas allaiter à ta place. Débrouille-toi. Monsieur, je peux tout. Monsieur, je sais tout. Moi, la mienne, 10 ans, elle n'a pas dormi. Je sais pas si vous comprenez, 10 ans. Tu dis, mais attends, bon, c'est mieux que perpète, mais c'est énorme. Ouais. Tu crois qu'elle a fait la gueule? Tu crois qu'elle s'est peinte? Oh, Hachem. Bon, elle savait qu'elle avait épousé un fou, mais c'est ça l'idée, d'accord? L'idée de dire que, en fait, le moindre effort, c'est le plus grand effort. Et toujours, je donne ce conseil. J'ai dit, mais si tu es vraiment paresseux, travaille. Si tu es vraiment paresseux, travaille. Parce que quand tu travailles, ouais, non seulement les efforts ne te coûtent moins, mais en plus de ça, comme tu obtiens plus de résultats, donc tu peux te reposer plus tôt. Et en plus, tu n'as pas besoin de te reposer puisque la dynamique, l'adrénaline du travail fait que tu n'as même pas besoin de te reposer. Alors que le contraire, quand tu travailles pas, eh ben, tu cumules des toxines. Ces toxines rendent lourds tes mouvements. Les mouvements te fatiguent, donc tu es toujours plus fatigué. Moralité, les vacances fatiguent. Et c'est incroyable. C'est les vacances qui fatiguent. Bah oui, parce que le gars, il part en mois d'août en vacances. Vous savez que la France, c'est le seul pays du monde où il y a 2 mois de vacances à l'école. C'est le seul pays du monde où la guerre peut venir au mois d'août, il ne se passera rien. Le monde, il est arrêté, genre. Paris au mois d'août, tu dis, tiens, c'est l'occupation. Non, non, pas du tout, c'est juste les vacances. Ouais. En Amérique, ils ont 15 jours de vacances et ouf, ouf. En Israël, ils font 3 jours, 3 jours, 3 jours. Tu dis, m'explique, Atkama. Ouais, c'est bizarre. Mais nous, on se plaint. Toute la journée. Les gilets jaunes. Ouais. Là-bas, en Amérique, ils travaillent 70 heures par semaine. Mais nous, payés 35, appliqués 18, on est fatigués. Et c'est quoi l'idée? C'est que tu n'as pas compris. Plus tu te fatigues, plus tu te fatigues. Plus tu te fatigues, plus tu te fatigues. C'est exactement l'inverse. Ouais. Par contre, quand tu es dans une dynamique d'action, non seulement l'action, elle produit des résultats, donc elle te développe la simcha, donc elle t'amène la confiance en toi, donc elle t'amène le respect de toi, mais en plus de ça, elle génère des énergies. C'est un peu comme le mouvement perpétuel. C'est-à-dire que la dynamo, ouais, en pédalant, tu fais tourner la dynamo, et la dynamo, elle produit du courant. Et si tu as eu l'intelligence de brancher la dynamo sur ta cuisse, donc en pédalant, tu produis de l'énergie qui remplit ta cuisse, qui te redonne de la force pour pédaler. Ça s'appelle le mouvement perpétuel. Donc, ce qui est exactement l'inverse de la paresse.
Maintenant, il faut comprendre qu'il n'y a pas de différence entre la paresse physique et la paresse mentale. Pourquoi on est obligé d'étudier la Torah toute sa vie? Toute sa vie. Ouais. T'as 10 ans, étudie la Torah. T'as 20 ans, étudie la Torah. T'as 50 ans, étudie la Torah. T'as 80 ans, étudie la Torah. Je dirais, bon, c'est bon, écoute, si c'est le mode d'emploi, c'est bon, je l'ai eu, le mode d'emploi, je sais utiliser l'aspirateur. Donc, je connais le Shulchan Aruch. Mais tu peux m'expliquer comment des rabbanim qui ont 102 ans, ils ont une tête d'une fraîcheur incroyable, et des ingénieurs qui ont 40 ans, ils n'arrivent plus à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle croit que quand elle sait, elle doit arrêter de réfléchir. Mais c'est ça qui rend idiot. Parce que c'est quoi un idiot? Un idiot, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Maintenant, il y a deux genres de personnes qui ne réfléchissent pas. Les gens qui sont bêtes, les gens qui ont des principes. Maintenant, les gens qui croient savoir arrêtent de réfléchir. Ils ne font qu'appliquer des principes, ce qu'on appelle en français des spécialistes. Maintenant, le spécialiste, lui, arrête de réfléchir, puisqu'il applique ou son expérience ou ses principes. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Le Pirkei Avot, il dit « Avou metudin badin ». Ça veut dire que soyez appliqués dans le jugement. Que si quelqu'un vous pose une question, vous réfléchissez, vous refaites tous les calculs d'après la Gemara, d'après le Shulchan Aruch pour connaître la réponse. Si le gars d'après, il repose la même question, vous lui dites pas « je viens de répondre à ton copain ». Vous refaites tout le calcul. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que la question, c'est pas la réponse qui est importante. C'est que c'est une opportunité de réfléchir. De la même manière. Une expérience. C'est pas qu'il faut vite se débarrasser du problème pour avoir la solution, puisque l'expérience, c'est une opportunité d'exister. Donc, si toi, tu veux vite trouver une solution, donc éliminer le problème, mais c'est le problème qui fait réfléchir, c'est pas la solution. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Tant que tu continues à discuter avec ta femme, avec ton mari, le couple, il évolue. Mais si tu dis, bon, ben, on s'est compris, bon, on n'a pas vraiment des choses à se dire, bon, on a des habitudes qui sont prises, on a chacun sa chaîne, chacun ses revues, chacun son abonnement, chacun son rythme, bon, ben, ça va aller. Tu dis, c'est marrant, dommage, je suis pas mort hier. Mais, et c'est l'inverse. Chaque jour, tu remets la pâte sur la table et on repétrit. D'accord? Chaque jour, tu réfléchis au magasin comment tu peux l'améliorer. Chaque jour, tu reprends ta Gemara, tu retrouves encore un nouvel enseignement. Chaque jour, tu vois comment ton enfant, il a grandi. Donc, il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas de routine. Donc, il n'y a pas de destruction. Pourquoi? Parce que ça reste vivant. Ça reste en mouvement. Et dit ça, ce secret-là, ouais, c'est le secret, en fin de compte, que les gens qui travaillent plus se fatiguent moins que les gens qui travaillent moins. Tu les vois, à 84 ans, le gars, il a une pêche, il monte en haut de l'immeuble. Moi, j'ai un voisin, j'ai peur pour lui. J'ose même plus lui demander son âge. Le mec, il est en équilibre, en train de mettre des tuiles, en train de mettre une gouttière. Moi, je monte là-haut, je fais comme ça. Ouais, le gars, il a au moins 75 ans, au moins. Mais, même sa femme me dit, j'arrive pas. Je lui dis, arrête-toi, il s'est blessé, il s'arrête pas. Il a mis un pansement, il est remonté au haut du chantier. Mais c'est ça qui le maintient vivant. L'autre, il fait le contraire. Vite, vite, il court, il s'assoit. Après, il arrive à la maison, il s'assoit. Et après, il va dans le lit, il s'allonge. Mais ces muscles, qui sont atrophiés. C'est les gens qui ont passé 6 mois au lit parce qu'ils ont eu une grave opération. Ils sont obligés de rééduquer. Vous savez que les vieux, à partir d'un certain âge, ils oublient, ils perdent la mémoire, ils oublient comment on fait pour marcher. Donc, vous savez, quand vous voyez des petits vieux qui marchent tout doucement comme ça, à petits pas, et qui ont peur de perdre l'équilibre, en vérité, ils oublient la manière de marcher. Ça s'appelle la dégénérescence au niveau du cerveau. Mais ça, Rabotaï, ça vient de quoi? Ça vient de la non-activité, ou alors parce que tu t'es tellement pris la tête sur des problèmes qu'en l'âge de la vieillesse, tu n'as plus assez de neurones pour les fonctions vitales. Donc, ne gaspillez pas vos neurones pour des faux problèmes. Ne gaspillez pas vos neurones pour des gens qui n'en valent pas la peine. Ne gaspillez pas vos neurones pour des émissions cinématographiques, pour des feuilletons, des bilographiques, ouais, ou pour des émotions sur des chansons que vous ne vivrez jamais. La chanson, il ne faut pas l'écouter, il faut la vivre.
Mais si tu te l'écoutes et tu te contentes de rêver, fais attention. Numéro 1, parce que le temps passe. Numéro 2, parce que les émotions, c'est un réservoir. Tu crois qu'il est plein à l'infini? Tu crois que la jeunesse, c'est infini? Tu crois que la pêche, c'est infini? Non. Donc, si tu n'as pas une économie de gestion et de régénérescence de ton réservoir de joie et d'équilibre, il va s'épuiser. C'est comme ça que les gens craquent. Les gens ne comprennent pas. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai craqué. J'étais au bout. J'ai une faiblesse, un malaise, des pleurs qui viennent tout seuls, des idées noires et j'ai craqué. Mais je dis, mais là, c'est évident. Quand tu arrêtes d'arroser et que tu épuises l'arbre, il va craquer. Tu peux tirer, mais il faut arroser. Vous suivez ou non? Tu peux faire des efforts, mais il faut nourrir. Tu peux atteindre des résultats, mais il faut avoir des réserves. Donc, ce mouvement-là, d'accord, c'est ce qui est marqué. C'est le contraire exact de la paresse. D'accord? Donc, quand tu le fais au niveau physique, quand tu le fais au niveau mental, que tu travailles activement à entretenir ton réservoir de joie, quand tu le fais au niveau intellectuel, que tu maintiens ton cerveau dans une réflexion, dans une recherche. Vous voyez, les Japonais, ils ont des petits jeux comme ça, là, ouais. L'autre, il fait des mots croisés, mais au lieu de faire des mots croisés et des recherches de mots cachés, tu peux faire un Tosfot dans Yevamot. Crois-moi que ça fait beaucoup plus la tête. Tu peux réfléchir au Rashi sur le Chumash. Tu peux apprendre une Mishnah par cœur. Parce qu'en plus, non seulement ton cerveau, il reste en activité, mais en plus, tu vas au monde futur. Alors que je te dis la vérité, le monde futur des mots croisés, c'est... Je pense que ça doit être un labyrinthe. Avec des flèches partout. Une espèce de dents. Ouais. Donc c'est ça l'idée. Que si quelqu'un il a compris ça, et que le but de ce cours, c'est qu'après, chacun il prenne le temps, dans la semaine à venir, hein, vous avez même 2 semaines, puisqu'il n'y a pas cours la semaine prochaine, de réfléchir quelle est la part de paresse dans la vie. D'accord? C'est que vous mettez un scanner, et vous vous écoutez penser, vous vous regardez réagir, vous dites pourquoi je ne le fais pas maintenant? Ah, vous savez, je le ferai tout à l'heure, j'ai pas la tête, c'est de la flemme. Tu dirais, réfléchis, c'est quelque chose d'important pour toi, ouais. Le bon Dieu, il t'envoie une idée. Réfléchis à l'idée. Ah non, tu sais, j'ai besoin de me détendre, j'ai pas la tête. Mais quand le bon Dieu t'envoie une idée, ça veut dire que c'est le moment. Quand la vie, elle t'envoie un sourire, vas-y, réagis. Quand l'autre, elle te dit, j'ai besoin de parler, vas-y, réagis. Quand une opportunité, elle se pose, vas-y, bouge. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu maintiens le mouvement. Et maintenir le mouvement, c'est le contraire de la négligence. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand tu négliges, il n'y a pas d'aide divine. Pourquoi? C'est normal. Parce que ne pas négliger, c'est dire « je veux ». Et on a expliqué 1 million de fois que le « je » c'est toi, mais le « veux », il vient de l'âme. Donc quand tu mets ta volonté dans quelque chose, tu mets Dieu dedans. Mais quand tu ne sais pas ce que tu veux, donc Dieu n'est pas dedans. Or, rappelez-vous qu'un corps, quand vous lui enlevez l'âme, il s'appelle un cadavre. Donc un projet, quand vous lui enlevez la volonté, il devient une fausse route. Il devient une voie sans issue. Il devient un obstacle. Il devient un ravin. Parce qu'il lui manque le principal. Il lui manque l'énergie. Donc non seulement il faut lutter contre la paresse, ouais, mais en plus il faut faire le contraire. Il faut devenir, entre guillemets, un hyperactif du positivisme. Et à ce moment-là, tu es pris dans une dynamique qui est tellement extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu vois qu'en fin de compte, tu as trouvé le rythme de la vie. Tu vis avec le présent d'Hachem. Et quand tu vis dans le présent d'Hachem, Hachem, il vit dans ton présent à toi. Et ça s'appelle the bonheur. Mais si tu passes ta vie à attendre que l'événement arrive, ou de dire que j'attends la prochaine occasion de pouvoir l'utiliser, en fin de compte, tu deviens spectateur de ta vie au lieu d'être acteur. Et après, tu vois les images qui défilent, les trains qui partent, les copains qui se marient, et toi tu dis, mais attends, mais je suis encore là, moi. Mais monte dans le train. Dans ta gare à toi aussi, il y a des trains. Dans ta gare aussi, il y a des opportunités. Dans ta gare aussi, il y a des tzadikim qui t'aident à grandir. Il y a des rabbanim, il y a des gmarot, il y a des mitzvot, et il y a aussi des business, et il y a aussi des occasions, et il y a des gens intelligents. Vas-y, prends, monte dans le train.
Et toi, tu veux réfléchir. Sachez que quand tu n'as pas pris le train, c'est un autre train. Il y a d'autres personnes. Il arrive à une autre heure. Il y a des opportunités qui ont disparu avec la disparition du premier train. Donc, c'est d'autres opportunités auxquelles tu n'es pas préparé. Parce que toi, tu voulais prendre le premier train, mais tu l'as raté. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, quand vous avez développé cette qualité extraordinaire de la vivacité, de réactivité, en luttant contre la flemme, vous commencez, en vérité, à vivre votre vie. Hazak Obaro. Alors, je rappelle. C'est bon.